On est en Debussy, aka Dub Dub, la meilleure salle du Festival de Cannes. De retour après un an d'absence. On est bien installés sur nos petits sièges moelleux, au tout dernier rang. On est quasiment dans le parking. Et on est prêt à voir la cérémonie d'ouverture. Et on est très contents. Hein Chloé, on est contents. Oui, en plus on voit Pio Marmaille et Gilles Lelouch, donc tout va bien. Et Olivier Malapance. Sur un écran, Oui. pas dans la vraie vie. Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs se fait des films, le podcast où l'on a mis au point la formule magique pour passer un festival parfait. Non, c'est pas vrai. Enfin, je sais pas. On verra. Ok, j'espère que votre valise est faite et que votre vessie est prête parce que je vous emmène une nouvelle fois sur la croisette. Ça rime. Ça fait 1 an que j'ai lancé ce podcast pendant le Festival de Cannes 2025 et je suis de retour cette année pour une nouvelle édition spéciale consacrée à cet événement merveilleux, rythmé par les films, les crises de décompensation psychique et les cafés gratuits. Pendant la prochaine dizaine de jours, mon objectif, c'est de vous réserver encore plein de coulisses, de critiques, d'interviews, d'anecdotes qui vous permettront de vivre le festival avec moi, dans une version, j'espère, un peu plus réaliste que celle que vous avez l'habitude de voir à la télé. Mais cette année, j'ai envie de faire les choses un peu différemment. J'ai envie de voir s'il est possible de vivre un festival dans lequel tout se passe bien. Pas d'interview ratée, pas de stress inutile, pas de malnutrition, pas d'accident de gourde. Alors pour ça, j'ai mis en commun l'expertise de tous les festivaliers que j'ai croisés ces derniers jours. Dans cet épisode, j'ai fait venir plusieurs de mes camarades pour détailler la sélection 2026 et nous livrer leurs meilleures astuces pour un festival réussi. Et je vous parlerai évidemment de mes premiers coups de cœur, car oui, il y en a déjà quelques-uns. Comment éviter les galères et réussir son festival de Cannes? Parviendrai-je à survivre sans aucun incident pendant les 10 prochains jours? À quoi va ressembler cette édition 2026? On répond à toutes ces questions dans cet épisode. J'ai voulu lancer ce podcast à Cannes l'année dernière parce que pour mon boulot de journaliste ciné, c'est le moment le plus important de l'année. Mais c'est aussi généralement celui qui me fait perdre le plus de points de vie. Il faut prendre plusieurs escalators et ensuite un ascenseur. Et il faut passer plein de sécurité. Évidemment, quand on arrive à l'entrée de l'hôtel, parce que l'interview se fait au Marriott, il y a un mec qui te demande pourquoi t'es là, parce que évidemment, je ne suis pas habillée comme quelqu'un qui loge au Marriott. Donc c'est toute une histoire. Maintenant, vous le savez, un festival de cinéma, c'est à peu près aussi intense que regarder un film de Lars von Trier sous coque pendant un crash d'avion. Et en 10 ans, je ne compte plus le nombre d'énormes fails et de petites catastrophes que j'ai vécues. J'ai failli tuer quelqu'un avec ma gourde. J'ai enregistré des épisodes de podcast derrière des poubelles. Je me cache derrière la poubelle en espérant que personne vienne m'emmerder. Putain, il y a même un siège derrière la poubelle, c'est trop bien. Il y a un mec qui est en train de FaceTimer maintenant, j'ai envie de me buter. Je vais buter tout le monde. J'en peux plus. Maintenant, c'est la pause clope des pompiers. Voilà. J'enchaîne direct, au cas où il y aurait encore, je sais pas, le maire de Cannes qui voudrait se pointer. J'ai perdu tellement de bijoux et d'accessoires. J'ai passé 48 heures sans manger, j'ai renversé l'intégralité de ma gourde dans mon sac à dos, j'ai frôlé l'infection urinaire parce que j'étais assise en milieu de rangée et que j'avais eu la mauvaise idée de descendre 1 litre de café juste avant la projo, j'ai regardé des films trempés jusqu'à l'os parce qu'il y avait de violents orages et que je n'avais pas du tout prévu la bonne tenue, ni un parapluie, j'ai vécu des pannes de Wi-Fi, des coupures d'électricité généralisées, des alertes à la bombe, des pannes de réveil, des gueules de bois monstrueuses et beaucoup d'erreurs stratégiques. Mais tout ça, c'est du passé. Je pense pas être une meuf particulièrement zen dans la vie, j'ai même plutôt tendance à toujours imaginer le pire. Peut-être qu'on pourrait dire que j'ai tendance à me faire des films, wink wink. Mais là, ça fait 11 ans que je viens à Cannes. It's been 84 years. Alors j'ai envie de tenter autre chose. Et si, pour une fois, j'essayais d'imaginer le meilleur? De me dire que pendant ce festival, tout va bien se passer. Peut-être que c'est juste l'optimisme des premiers jours, mais j'ai envie que ce Cannes 2026 soit celui des bonnes résolutions. Cannes, bonne résolution, des mots qui n'ont jamais été prononcés dans la même phrase jusqu'à aujourd'hui, mais ici on n'a pas peur des défis. Et oui, je sais que la quête de perfection et d'amélioration de soi est un piège capitaliste qui nous poussera tous au burn-out.
Sauf que Cannes, c'est le royaume des mauvaises habitudes. Alors pour une fois, j'aimerais bien voir s'il est possible de le vivre de manière un petit peu plus fluide et sereine. Est-ce que c'est illusoire ? Peut-être. Mais je le sens, je le sais. Cette année, Cannes sera le Cannes de la win. Franchement, ça commence bien. Il fait beau, on est encore tous très frais, on a les cheveux propres, les vêtements secs, le sac à dos plein de snacks. Au moment où j'enregistre cet épisode, à l'heure, je suis dans mon petit appartement en pantoufles. Mon programme est fait, mes courses sont faites, mes ongles sont faits. J'ai même un peu de temps libre. Je sais pas si c'est ça, la sagesse, ou si je suis juste en plein déni, mais à ce stade, tous les espoirs sont permis. Ne me cassez pas ma vibe, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi la recette parfaite pour un festival réussi ? Du sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Non, je rigole. Pour ma part, j'ai décidé de faire très peu de soirées, de manger un vrai petit-déj tous les matins, même rapidement, de ne pas me forcer à voir toujours plus de films dès que j'ai un tout petit peu de temps libre, de ne pas me laisser aspirer par les débats de fin de projo à 1h du mat. Bref, j'ai décidé de dire non de Narta. Waouh, je suis vraiment vieille. Et j'ai remplacé ma gourde en métal par une gourde en plastique, comme ça elle ne risque de tuer personne, enfin à part peut-être moi, à force de boire dedans. J'adore rire. Et pour lancer un mouvement global cette année, j'ai demandé à mes camarades quelles étaient leurs bonnes résolutions pour ce Cannes 2026. Ma bonne résolution pour Cannes 2026, c'est de prendre un maximum de plaisir toute la durée. Ce qui passe évidemment par voir les films que j'ai envie de voir. Je dirais que c'est de devoir accepter de voir moins de films que ce que je veux voir. Voilà. Il y a plein de réalisateurs dont on a envie de voir les films. Et donc, je les mets dans mon planning. Et puis à un moment, en fait, c'est pas possible parce qu'il faut manger, il faut travailler. Et donc voilà, il faut que j'accepte de faire des journées moins fournies. Alors, faut quand même dire que j'ai fait plusieurs festivals de Cannes et à chaque fois, il y a des erreurs que je commets à chaque fois. Et à chaque fois, je me dis, il faut plus que je commette les mêmes erreurs. Mais le tote bag, c'est une très mauvaise idée parce que j'oublie à chaque fois que je marche beaucoup. Et donc, le tote bag, ça me scie l'épaule et ça me fait super mal au dos. Donc, je me suis dit, il faut que je prenne dès à présent un sac à dos. Donc, dès demain, je laisse le tote bag dans le placard et je prends un sac à dos. Deuxième Et raison. l'année prochaine, jogging, basket, Ah non, mais alors ça, bandeau de sport. Alors ça, c'est le niveau supérieur. C'est-à-dire que tout à l'heure, devant un film, je me disais, qu'est-ce que je serais beaucoup mieux en legging avec mes jambes repliées que en pantalon. Moi, je vais rajouter une bonne résolution à moi aussi, c'est ne pas subir la pression du groupe sur les placements dans les salles. Parce qu'il y en a beaucoup dans ce groupe qui aiment s'asseoir très, très, très derrière. Alors que moi, j'aime bien m'asseoir très, très, très devant. Et je préfère être en orchestre qu'au balcon. Mais à chaque fois, j'ai envie d'être avec les copains, donc je suis un peu. Et après, je suis frustrée parce que je suis pas assise à une place qui me plaît. On peut faire. Ma bonne résolution, c'est de m'affirmer, et de croire en moi-même, et de croire en mon amour des places devant. Mais va en orchestre. En plus, comme ça, tu peux crier Raoul et après, nous, on est contente parce qu'on t'entend crier. Pouvoir faire des soirées aussi facilement, parce que bon, l'année dernière, se stresser pour essayer de rentrer dans une soirée, taper des 2 heures de queue, des choses comme ça, ça c'est exclu. Donc c'est vraiment expérience et âge aidant, ouais, que du plaisir et profiter parce que c'est le plus beau festival du monde. Alors ma bonne résolution de ce Cannes, ce serait de ne pas passer ma journée devant des films sans manger, parce que c'est bien beau, mais le cinéma, ça nourrit pas son homme. Et au bout de la journée, ça devient un peu difficile. Donc peut-être pas tous les jours une certaine pizzeria que tu adores, Anaïs, mais Manger un minimum de 2 repas par jour, donc. voilà, avec fruits et légumes, évidemment. Évidemment. Et la pizza compte comme un fruit, on est d'accord. Ah, j'aurais plutôt dit légumes, moi. C'était plutôt le spritz, le fruit. Ah, oui. Essayez de pas trop boire de spritz. C'est la même que la mienne. Oui, mais c'est raté, moi, déjà. Si j'en crois ce début de festival, en tout cas, je ne suis pas la seule à apprendre des erreurs du passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en février, le jury de la Berlinale s'est retrouvé dans l'embarras lorsqu'on lui a demandé de s'exprimer sur le génocide à Gaza pendant la conférence de presse de début de festival. Wim Wenders, qui était le président du jury à Berlin, a prononcé une réponse assez maladroite en disant qu'il fallait rester en dehors de la politique, je cite, ce qui a causé un énorme bad buzz. Alors vous imaginez bien que quand le jury de Cannes 2026 a donné sa propre conférence de presse en début de semaine, évidemment, ils étaient attendus au tournant. Sans surprise, quelqu'un leur a demandé s'ils estimaient qu'il fallait séparer l'art et la politique. Techniquement, ça devrait plutôt être une épreuve du bac de philo et non pas une question posée en conférence de presse, mais bon. Ça se voit qu'ils avaient un petit peu bûché. En tout cas, Park Chan-wook, le président du jury, a donné une réponse à la fois très éloquente et pertinente. 생각하는 것 자체가 이상한 일입니다.
I don't think politics and arts should be divided. I think it's a strange concept to think that they're in conflict with each other. Il a dit que c'était vraiment étrange de vouloir opposer l'art et la politique, que d'un côté, une œuvre ne doit pas être considérée comme l'ennemi de l'art uniquement parce qu'elle porte un message politique, mais qu'à l'inverse, si un film fait une brillante déclaration politique, mais qu'il n'a aucune dimension artistique, c'est juste de la propagande. Le fait que le président du jury ait une telle réflexion sur la question m'a plutôt donné espoir sur ce Festival de Cannes 2026. En tout cas, je pense que les débats au sein du jury seront assez enrichissants. Et je dois dire que pendant cette conférence de presse, celui qui m'a le plus impressionné, c'est le membre du jury, Paul Laverty. C'est le scénariste de Ken Loach, donc on n'est pas très surpris qu'il soit politisé. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il a pris la parole spontanément plusieurs fois pendant la conférence de presse, notamment pour dénoncer les massacres à Gaza. Et il a fini la conférence de presse par une déclaration très forte. Encore une fois, on lui avait pas posé de questions, il a juste décidé de prendre le micro. Il a attiré l'attention sur le poster de cette édition 2026, puisque c'est un poster de Thelma et Louise. Et il a dit qu'il était surpris de voir que des personnalités comme Susan Sarandon ou Javier Bardem, qui est présent cette année, soient blacklistées parce qu'elles dénoncent les meurtres de femmes et d'enfants à Gaza, et que Hollywood devrait avoir honte. And isn't it fascinating to see somebody like Susan Sarandon, Javier Bardem, Mark Ruffalo, blacklisted because of their views in opposing the murder of women and children in Gaza. Shame on Hollywood, people who do that. J'ai trouvé ça assez stylé. Quand on voit à quel point d'autres personnalités du cinéma ont peur de s'exprimer sur ces questions-là, ont peur de faire une déclaration qui soit considérée comme polémique ou qui soit un petit peu tranchée, j'ai trouvé ça assez stylé de la part de Paul Laverty. Donc vous voyez, il y a peut-être un peu d'espoir cette année. Bon, sinon, il faudrait peut-être parler un petit peu de films dans cet épisode. Alors, qu'est-ce qui nous attend cette année, à part de merveilleuses nuits de sommeil et plein de repas sains? Pour discuter un peu plus en profondeur du programme de ce Cannes 2026 et vous guider parmi cette sélection foisonnante, j'ai décidé de faire venir dans le podcast 2 de mes acolytes de festival préférés. Vous les avez déjà entendus ici d'ailleurs. C'est Chloé Valmarie et Constant Carbonel. Nous sommes en studio. Et par studio, j'entends mon petit KGB canois, avec Chloé Valmarie, journaliste cinéma, et Constant Carbonel, critique cinéma. Salut tout le monde. Salut. Salut. Je tiens à dire quand même que cet appartement est petit mais extrêmement bien agencé. On est très cosy ici. Merci Anaïs. On le dira au propriétaire de l'Airbnb. Ça va, bien arrivé à Cannes? Moi, pour la première fois, je suis arrivée la veille du début du festival et j'avoue que c'est un vrai luxe parce que t'as le temps de te poser, de faire des courses, de pas être dans le rush directement et... c'est ma très bonne idée de cette année, ouais. Ouais, franchement, moi, une fois que j'ai tenté ça, je suis plus jamais revenue en arrière. C'est trop bien. Ouais, pareil. Je suis toujours arrivé la veille du festival, histoire de me mettre bien dans l'ambiance et faire des courses aussi. Mais bon, ça... Mais ça tombe bien parce que c'est un peu la thématique de cet épisode. J'ai envie que ce Cannes 2026 soit le Cannes optimisé, même si ça fait très macroniste dit comme ça, mais j'ai envie que ce soit un Cannes réussi. J'ai l'impression que mes 10 ans de fail dans ce festival m'ont enfin donné toutes les leçons nécessaires pour réussir le festival de A à Z. Et du coup, je veux parler avec vous de aussi qu'est-ce qu'on va faire cette année Je pour sais pas comment tu fais, parce que j'ai échouer. l'impression d'avoir rien appris, moi, que je fais toujours les mêmes erreurs. Mais tu te mets tellement la pression déjà. Je pense, le premier jour. Mais non, je suis sûre que tout va bien se passer. Déjà, je n'ai pas eu de coupure Wi-Fi ce matin, donc c'est déjà mieux que les années précédentes. Il ne pleut pas, donc c'est déjà mieux que les années précédentes. Mais il y a du vent, beaucoup de vent. Il y a du vent, mais franchement, j'ai connu des galères tellement monstrueuses à Cannes que là, je sais pas, je veux y croire. Ouais. Bon, on n'est pas encore... C'est le bon mood. On en reparle dans une semaine. Je propose qu'on fasse un épisode et on fera un petit point sur débrief de... qu'est-ce qui s'est passé. Exactement. Je voulais qu'on parle un petit peu de la sélection de cette année. Évidemment, on a vu quelques films de manière très secrète, chut, on peut pas en parler. Mais il y a plein de choses qui nous restent à découvrir. Qu'est-ce que vous retenez pour l'instant de la sélection de Cannes 2026 avec le petit aperçu qu'on a eu et les annonces qu'on a eues sur les films? Quand tu regardes la sélection sur le papier, est-ce que tu trouves ça plutôt prometteur, plutôt alléchant? Est-ce que tu as l'impression que c'est une compétition ou une sélection qui sera plus faible que les années précédentes? Enfin, à quoi tu t'attends pour les 10 prochains jours? Pour la première fois, moi j'ai envie de voir, je crois, tous les films de la compétition. Alors que c'est très rare que ça m'arrive. Les années précédentes où je suis venue, j'avais peut-être une dizaine de films que j'avais envie de voir. Mais là, je sais pas, tous les films me donnent envie. Même Histoire parallèle de Asghar Farhadi? Mais... oui. Non, mais il est bien, arrêtez de... Mais moi, je l'ai pas vu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu avant Cannes. Alors moi, je l'ai pas vu et j'avoue que ça m'avait un peu déchauffé d'entendre les avis des gens qui disaient ouais, bof. Mais en vrai, j'ai envie de le voir quand même. Ne serait-ce que pour voir Isabelle Huppert et Virginie Fira. Le cast est très très bien quand même.
Et toi, Constant, tu penses Mais- quoi de cette sélection sur le papier ? Pour moi, en fait, c'est pas qu'elle se ressent, mais j'ai l'impression que le festival cette année, il a mis l'accent sur les films d'auteurs. Après, le festival a toujours été un festival d'auteurs. Et là, j'ai l'impression que ça se ressent beaucoup plus. Peut-être parce qu'on n'a pas de gros blockbusters qui sont mis en évidence. Donc j'ai l'impression que le festival est revenu vraiment à son essence même du cinéma pur, du 7e art. Donc voilà, c'est plutôt ça que je retiens. Cette année, Thierry Frémaux, quand il a fait la sélection, avait prévenu qu'il n'y aurait pas de gros films de studio, Ouais, tout ouais. simplement parce que, d'après ce qu'il a dit, ils étaient juste pas à la hauteur. Ou pas, vous n'avez pas envie de les donner, ou Ouais, comme voilà, ceux de mais- Disney, ou par exemple. Mais c'est vrai que c'est étonnant cette année parce qu'en général, il y a quand même 1 ou 2 gros films qui apportent quand même un éclairage sur le festival qu'on juge trop souvent en étant élitiste et pas assez grand public. Et c'est vrai que les années précédentes, on a eu Mission Impossible, on a vu des Disney, il y avait eu Indiana Jones, Top Gun, il y avait quand même eu des gros films présentés. Là, c'est vrai que cette année, il n'y en a pas. On a Fast and Furious en Cannes oui, classique, mais c'est pas exactement la même chose. Oui, c'est pas une nouveauté, Fast and Furious, exactement. et c'est vrai que c'est très rare que le festival n'ait pas 1 ou 2 gros projets hollywoodiens. Là, parmi les Américains, le plus connu, en fait, c'est James Gray, qui reste quand même un auteur qui est pas confidentiel, mais on va dire que c'est pas non plus du Top Gun Maverick, c'est pas un cinéaste hyper grand public. Et c'est vrai que ça a été assez mal perçu après l'annonce, en tout cas côté américain, de dire pourquoi les États-Unis ne sont pas présents à Cannes, c'est le plus gros festival du monde et ils y sont pas. Il y a plusieurs théories. Effectivement, Frémaux dit que il y avait juste pas ce qu'il fallait. Il y a certains films qui ne sont pas prêts. On s'attendait quand même à voir le film de Spielberg, Disclosure Day, Grave. son nouveau film d'Alien, et il est pas présent. Donc on sait pas si c'est lui qui a fait le choix de pas venir. Si ça coûte trop cher aussi parfois aux équipes de venir, parce que c'est quand même un billet d'avion assez onéreux. Et puis ici, il faut se loger, il faut loger tout l'entourage, tous les producteurs, etc. Donc potentiellement, ça valait pas le coup pour les Américains de venir à Cannes, ce qui est pas de très bon augure pour le festival en fait. Mais c'est vrai que c'est rare de pas avoir ce gros projet qui va donner un peu le cachet international glamour que le festival a tous les ans, parce qu'il y a toujours un truc qu'on attend avec impatience, et là il y a pas trop ça cette année. Ouais, c'est ça, moi je suis hyper étonnée qu'il n'y ait pas eu Spielberg, parce qu'on sait très bien que oui, nous on va parler des films et tout ça, mais la majorité des gens, quand ils entendent parler de Cannes, c'est quand même parce qu'il y a des événements à résonance mondiale. Voilà, il y a eu Tom Cruise sur les marches, c'est ça qui a fait parler, et là s'il y avait eu Spielberg, je pense que cette année on en aurait beaucoup parlé. Là pour moi le plus gros film qui va être présenté, c'est La Bataille de Gaulle en fait. Ouais, c'est pas film faux. français, Film en fait, français, mais blockbuster français, mais pour moi c'est vraiment le gros film populaire assez attendu qui va être présenté, quoi. Et c'est là où je rejoins l'avis de Chloé, où j'ai envie de voir tous les films de la compétition, parce que pour moi, il n'y a pas un blockbuster qui se démarque, en fait, ou un gros truc, une grosse attente. Et donc voilà, C'est ouvert aux je suis curieux surprises, de tout, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est assez excitant. En fait, j'ai pas d'énormes attentes et donc je ne peux qu'être agréablement surprise. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez surprenant qu'il y ait ce côté très indé, en fait, dans le Festival de Cannes. C'est pas souvent le cas, quoi. Après, c'est aussi, on peut le considérer comme un niche, et les gens vont dire, ah oui, bon, c'est ça le cinéma, donc voilà. Mais moi, je suis go for it. Ouais, on va voir si c'est un changement de paradigme ou pas, si on a quand même des films qui sont en compétition cette année, qui se retrouvent aux Oscars, puisque ces dernières années, c'était ça la tendance. Mais avec des films qui ont peut-être moins cette portée globale, est-ce que ça va quand même poursuivre ou pas ? Je suis assez curieuse de voir ce que la critique internationale, et notamment la critique américaine, va penser de La Bataille de Gaulle. Je sais pas si ça va autant les hyper que le public français, mais ça me fait une parfaite transition, parce que pour moi, la plus grosse tendance des films de la sélection globale cette année à Cannes, c'est la Seconde Guerre mondiale et les nazis. J'ai l'impression qu'il y a 1 milliard de films là-dessus. On se demande vraiment pourquoi ce genre de récits reviennent énormément dans le cinéma en ce moment, mais c'est quand même assez parlant. On a un film de Daniel Auteuil, c'est ça, sur La troisième nuit, ouais. On a Notre Salut d'Emmanuel Mar qui est en compétition. On a La Bataille de Gaulle. Moulin. On a Moulin, voilà, Moumoul, comme on l'a rebaptisé. Moumoul avec Gilou. Voilà, de Laszlo Nemes avec Gilles Lelouch. Il y en a vraiment plein, quoi. Mais du coup, ce qui va être intéressant, c'est de voir si ces films-là sont purement historiques ou si ils font, en fait, des parallèles ou des petits clins d'œil à ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui, quoi. Et aussi de voir si c'est des films de qualité ou pas. Mais franchement, moi, ça me hype plutôt de voir tous ces films-là. Ouais. Moi aussi. Il n'y aura pas que des films sur les nazis, il y aura aussi énormément de films queer, puisque cette année, il y a un record du nombre de films éligibles à la Queer Palm. Donc c'est un prix qui est remis tous les ans, justement, aux meilleurs films queer. Et là, cette année, il y en a énormément, il y en a 22.
Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est plutôt chouette, non? Ah, moi, je suis trop content. Je veux dire, cinéma queer, en veux-tu, en voilà, let's go, j'ai envie de Moi, je dire. suis surtout contente que tu prononces cuir et pas queer. Ah bon? C'est l'accent belge, ça. Ah, désolé, oui, ça va pas être parfait. Désolée, on avait dit qu'on critiquait pas l'accent belge cette année, mais tous les ans. On ne devait pas dire que j'étais belge, mais bon, il n'y a pas de souci. Tu l'as masqué le plus longtemps possible, mais on t'a démasqué. Non, je suis hyper fan du cinéma queer en général, et donc là, je suis très curieux de découvrir principalement Jim Queen qui va sortir au mois de juin là, mais Ouais, ce film qui est un film d'animation. d'animation et qui est pour l'instant, je pense, le film qui fait le plus le buzz. Le buzz, ouais. C'est-à-dire que avant que qui que ce soit l'ait vu, on était déjà tous hypés par ce film. Ils ont sorti une vidéo aussi très drôle sur Instagram après l'annonce de Thierry Frémaux pour dire qu'ils allaient rafler la croisette avec, tu vois, leur film d'animation, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un des films les plus attendus. C'est une séance de minuit, ce qui veut dire qu'il y aura sans doute une ambiance assez électrique. Et je pense que c'est très prometteur. Et je ne peux pas en dire plus puisque je ne peux pas dire que je l'ai vu, mais... Exactement. Et sinon, il y a aussi le film de Lucas Dont, un Belge, donc mon compatriote. Coucou Lucas. Mais voilà, j'avais déjà été très hypé par Girl et surtout par Close qui m'a mis une belle claque dans la figure. Et donc celui-là, il est très attendu en Belgique principalement, mais là aussi dans la compétition, apparemment, ça, on en parle aussi pas mal en amont du festival, on en a parlé. En plus, ce sera un des derniers de la compétition, donc on va attendre jusqu'au bout pour le voir. Mais, d'ailleurs, et donc, il était pas fini, je crois qu'il a été fini là cette semaine ou la semaine passée. Donc... Ah ouais, et donc là, c'est un récit sur la Première Guerre mondiale. C'est ça, ouais. Le pitch est assez intéressant parce que c'est deux soldats qui se rencontrent et ils montent une pièce de théâtre. C'est ça, oui, un peu queer aussi du coup, mais... moi, je suis très curieuse aussi. Ah ouais, c'est assez prometteur. On sait pas plus de choses là-dessus, personne l'a vu. De toute façon, c'est un peu le principe à Cannes, on sait très peu de choses sur les films, et en plus, moi, j'avoue que je pousse le vice très loin parce que je ne veux pas savoir. Là, je crois que cette année, je suis plus renseignée que d'habitude, parce que pour s'organiser quand même pour le boulot, c'est pas mal de connaître un peu les pitchs, mais ça m'est arrivé plein de fois à Cannes de me pointer à une projection sans savoir quoi que ce soit, ni même connaître le casting du film, et donc vraiment, c'était génial, parce que quand tu découvres un acteur ou une actrice que t'adores dans un film, enfin, voir les films totalement vierges, c'est un énorme privilège qu'on a, et Cannes, en fait, c'est le lieu parfait pour ça. Enfin, on est tellement gâtés là-dessus, quoi. Sans rien connaître, vraiment, moi, la projection de la zone d'intérêt, je pense que c'est moi, j'avais rien lu dessus, je savais à peine que c'était adapté d'un livre qui parlait de la Seconde Guerre mondiale et tout ça, et vraiment de rien connaître dessus, d'avoir lu aucun... En plus, il n'y avait eu aucune photo ni rien. Enfin, ça, c'est quand même les conditions idéales pour découvrir un film. La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, et en plus le pitch qu'il nous avait filé, c'était une histoire d'amour entre un soldat allemand et je sais pas quoi. Donc en fait, quand on a découvert le film, on était carrément là, biaisé. Ok, c'est pas trop ça. C'est les meilleures conditions, quoi. Ouais, et en fait, je trouve que ça permet aussi de juger, parce que c'est aussi notre travail professionnellement de juger les films, parce qu'en fait, quand on ne sait rien sur le film, du coup, c'est vraiment au film de faire tout le boulot pour nous dire de quoi il veut parler et nous permettre de comprendre tout de suite, en fait, dans quel ton, dans quel style, dans quel genre on doit se projeter. Puis tu parlais aussi des conditions, mais je pense que voilà, le Festival de Cannes se marie très bien avec le fait de découvrir un film dans des conditions assez exceptionnelles. Souvent, les séances sont remplies à 100%, donc il y a une chaleur, il y a l'humain qui est là, et donc il y a beaucoup de réactions très vives. Et donc je pense que découvrir un film dans ces salles, ça apporte aussi une certaine couleur au film lui-même. Grave. Bon, alors, votre plus grosse attente du festival, toutes sélections confondues, c'est quoi ? J'en ai parlé tout à l'heure, mais je pense que voilà, Coward de Lucas Dont, c'était vraiment le film que j'ai envie de découvrir parce que c'est un film belge aussi. Il y a cette part-là, mais c'est surtout parce que je l'attends un peu au tournant en mode Close m'avait tellement. Oui, t'adores Lucas Dont en plus. Aussi, donc, ouais. Moi, j'en ai deux, je pense. Le premier, de très loin, c'est Hope de Na Hong-jin. Parce que c'est le film du réalisateur qui avait fait The Chaser et The Murderer, que j'adore. Et j'avoue que là, très très grosse hype. J'ai pas vu le teaser, j'ai vu qu'il était sorti, mais j'ai pas osé le regarder parce que déjà j'ai lu le pitch et ça m'a un peu trop vendu quelque chose. Moi, j'ai vu le teaser au CinemaCon et j'étais trop hypée parce que justement, je m'attendais pas au CinemaCon à Las Vegas à avoir des trucs qui allaient être à Cannes. Et en fait, quand j'ai vu que c'était Hope, j'étais là, oh putain, ça a l'air génial. Vraiment ma plus grosse attente. Mais ensuite, j'attends énormément La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Taquet parce que tu sais à quel point j'adore les amours d'Anaïs. Anaïs. Moi aussi, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un film sur ma vie. Je sais pas si vous le savez, mais... Ah oui, d'accord, très bien. Mais je dois avouer que ta passion pour Charline Bourgeois-Taquet, Chloé, est intense de ce que je vois sur nos échanges WhatsApp. Coucou Charline, si tu m'entends. Enfin, c'est juste que son cinéma me touche et les sujets qu'elle aborde me touchent. Donc là, j'attends vraiment avec une grande impatience de découvrir La vie d'une femme. Je pense que ma plus grosse attente, c'est Teenage Sex and Death at Camp Miasma, qui est un titre hyper long de Jane Schonbrun qui adore faire des films avec des titres hyper longs,
qui est un film qui est censé être horrifique, un teen movie horrifique, sans doute un petit peu dérangeant, parce que si on se base sur ses films précédents, We're All Going to the World's Fair et I Saw the TV Glow, c'est des films horrifiques, expérimentaux. On n'est pas dans de l'horreur boom boom jumpscare, mais plus dans quelque chose de très malaisant. Et les premiers échos sur ce film-là sont très bons. C'est le film qui fait l'ouverture de la section Un certain regard, avec Gillian Anderson et Anna Einbinder. Donc en plus un casting de ma boule. Donc moi clairement c'est le film que j'attends le plus et j'espère ne pas être déçue parce que je me souviens que I Saw the TV Glow, il y avait une énorme hype autour et du coup quand je l'ai vu j'étais un peu déçue. Donc j'essaye de me déhyper. J'ai rien lu dessus, mais je l'attends vraiment beaucoup aussi. Après, le titre est très évocateur, c'est-à-dire que Teenage Sex and Death, bon, a priori... Tout ce qu'on aime finalement. On peut pas dire qu'on l'a déjà vu du coup. Non, toi tu l'as vu, c'est toi. Ouais, moi je l'ai vu, je peux pas le dire. Mais j'étais très hypé, et voilà. Ok. Trop bien. Comme on parle de ce Cannes 2026 comme le Cannes de la win, en tout cas en ce qui me concerne, c'est ce que j'espère, est-ce que vous avez une bonne résolution cette année ? Moi, ma bonne résolution, c'est de prendre des petits déjeuners avant de partir de l'appartement. Moi, c'est de manger plus de fibres et de légumes. Parce que les sandwichs, les pizzas, c'est clair. j'en ai marre. Bon, et il faut prendre soin aussi de son corps un peu. Parce que Non, mais oui, mais c'est hyper important. Et je pense que quand on était plus jeune, on avait tendance à l'oublier. Genre, non, mais c'est pas grave, on mange un repas par jour, c'est pas grave. La glace pour le déjeuner, va, c'est ok. Des chips, c'est bon. Ouais, mais je pense que plus les années passent et plus on apprend de nos erreurs. Et je pense que la nutrition, le fait de bien se reposer, c'est ultra mais important faut trouver pour le temps tenir aussi de le faire festival. ça parce que courir entre les projections parfois c'est un peu compliqué, on doit 2 ou 3 Bah ouais, et puis le enchaîner. matin en fait on réserve à 7h nos billets pour les journées qui viennent et ensuite si on fait des séances du matin, elles démarrent à 8h30, il faut être dans la salle de projection un peu en avance, donc ça veut dire qu'il faut partir de l'appart à 7h50. Donc en fait ça laisse assez peu de temps pour parfois bosser un petit peu parce qu'on doit finir une critique, finir un podcast, etc. Enregistrer un podcast. Voilà, répondre à quelques mails, se doucher et prendre un petit déj. Tout ça, ça fait beaucoup. Donc c'est vrai que je suis un peu d'accord, je copie vos bonnes résolutions. Moi, je me suis rendu compte que manger le matin, c'était hyper important. Enfin, ça faisait une énorme différence. Et mon autre bonne résolution, pour ma part, c'est d'essayer de pas boire. Parce que pareil, je me rends compte que quand j'étais D'alcool, plus on jeune... entend. Oui, de prendre d'alcool. De ne pas boire d'eau, de ne rien consommer et de me dessécher. Non, même si en vrai, on en parlait l'année dernière dans le podcast, la déshydratation stratégique, c'est très important à Cannes. Parce que si tu vas aux toilettes tout le temps, c'est aussi très compliqué. Mais oui, d'essayer de pas boire d'alcool parce que avec justement 4 heures ou 5 heures de sommeil dans les pattes, parfois on n'a vraiment pas plus que ça, tu rajoutes juste 3 gorgées de champagne, en fait ça peut te niquer complètement la journée d'après. Et donc ça, j'étais capable quand j'avais 23 ans de faire des soirées quasiment tous les soirs et d'enchaîner avec des projections du matin. Et parfois tu dors un peu mais c'est pas grave. Là honnêtement je peux plus le faire. Et en plus ça affecte mon humeur, ça affecte tellement de choses d'avoir bu juste un verre la veille ou 2 verres que je vais essayer vraiment de pas boire cette année. Mais plus vers la fin du festival. En fait, vraiment les premiers jours et notamment le premier week-end, il faut vraiment essayer de se coucher. Alors, j'ai assez tôt, mais en vrai, tu fais des séances de minuit, donc tu peux pas te coucher tôt. C'est juste que faire une séance de minuit et faire la teuf en buvant de l'alcool, c'est pas exactement la même chose. Ah ouais, non. Mais même en faisant une séance de minuit, arriver, je sais pas, à 2h30 chez toi, dormir et puis te réveiller à 6h50 parce que tu dois réserver tes places à 7h, puis enchaîner la séance de 8h30, ça fait beaucoup. C'est dur. Surtout que je sais pas vous, mais moi, quand je vois une projo tard le soir, si le film m'a plu ou m'a stimulé, intellectuellement, j'ai du mal à m'endormir après parce que j'ai réfléchi, je pense à ce que je veux écrire, ce que je veux raconter dessus. Parfois, on reste un peu après la projo. C'est ce pour que j'allais discuter. dire, oui. Et donc, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que si en plus tu termines un film à 2h, moi déjà, c'est un truc que j'ai commencé à faire l'année dernière, mais je me casse direct. En fait, je ne me lance pas dans les débats entre critiques à la sortie des On n'ira pas te chercher, il n'y a pas de souci. Non, voilà, c'est ça. On a compris. Mais tout le monde le comprend très bien. Enfin, c'est genre, voilà, bonne soirée, on en reparle demain. Mais même après, en me couchant, en fait, si j'ai le cerveau qui part dans tous les sens parce que le film m'a un peu stimulé, c'est très compliqué de m'endormir. Et en sachant que j'ai que 4 heures de sommeil, c'est encore plus compliqué. Donc ça va être galère. Mais bon, on va y arriver. Est-ce qu'il y a une leçon que vous avez retenue de toutes vos années à Cannes ? Une leçon que j'ai retenue, mais que, un peu paradoxalement, j'arrive pas à la mettre en application, c'est que je crois que je me mets un peu la pression pour voir les films. Il y a, je sais pas, il y en a peut-être 80 là dans la sélection. J'essaie de le voir le plus possible, et à chaque fois, je me dis non, mais je suis à Cannes, il faut absolument que j'emmagasine le plus de films possible, alors qu'on peut les voir après quand ils sortent. Mais non, j'ai un peu ce truc de me dire, je suis là, c'est pour ça, donc tant pis, même si j'en vois 6 par jour, il faut que je le fasse.
alors qu'il n'y a pas mort d'homme si j'en rate un Ouais. ou deux. Mais Donc la leçon que tu as retenue, c'est de moins te mettre la pression Oui. sur le nombre de films à voir. Mais j'ai beaucoup de mal à l'appliquer parce que j'ai aussi le FOMO de me dire je suis là, pourquoi je ne peux pas le voir en fait? Je suis exactement pareil que toi. Moi, je suis incapable de voir 6 films par Non, jour. mais des fois, ça me reste parce qu'il y a des films que j'ai ratés au Festival de Cannes, je sais pas, des années précédentes, et je les ai toujours pas vus à ce jour. Pareil. Parce que j'ai raté la projection presse quand elle a eu lieu, puis j'ai pas eu le temps d'aller En le fait, voir en une fois salle. que tu le rates pour la première occasion à Cannes, après limite tu dis bon bah c'est raté, Exactement. et tu vas plus le voir après. C'est fou. Hein. Et toi, la leçon que t'as retenue Chloé La leçon que j'ai retenue, c'est de pas me forcer à être du matin parce que je suis pas du matin. Donc c'est plus respecter mon rythme naturel, c'est-à-dire de pas me mettre de séance trop tôt, à part quand c'est obligatoire. Mais c'est pas grave en fait de juste pas me mettre la pression parce que tout le monde est levé à 7h et va faire son footing, n'est-ce pas Constant? J'ai pas été, donc. que je vais devoir faire la même chose et je sais que pour moi c'est très compliqué de me lever tôt, donc c'est pas grave de pas voir des films tôt. Je préfère décaler mes journées et commencer un peu plus tard et voir des films plus tard. Je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent voir les films tôt que tard. Moi, c'est l'inverse. T'es un peu la reine des séances de minuit. C'est en ok. fait. Ouais, mais j'aime bien les séances. Enfin, mon cerveau est plus câblé pour bien recevoir les films le soir, en fait, que le matin. Je sais qu'il y a des gens, c'est l'inverse, mais moi, j'avoue que le matin, c'est trop tôt. Et du coup, ça me fait peur parce que j'ai envie de tenter pas mal de séances de minuit cette année, mais c'est un peu un défi pour moi parce que moi, je suis plutôt du matin et donc j'aime bien faire les séances du matin. Moi, c'est surtout le deuxième film du matin, si on doit enchaîner. Le premier, ça va, je suis réveillé. Et le deuxième, là, on n'en parle pas. D'où l'importance de prendre un petit déjeuner. Mais attends, mais du coup, tu vas faire les séances du matin et de minuit? Non, là, du coup, pour l'instant, mon planning ressemble pas du tout à mes 10 dernières années. C'est-à-dire que j'ai des séances de minuit très fréquemment et j'ai des matinées très libres où genre je démarre pas avant 11h ou 14h. Comme moi. Mais donc, t'as Et pas j'ai ce jamais FOMO fait de ça. rater des films alors parce que... Bah non, parce que je m'arrange. Pour l'instant, j'ai pas de ratage. Il y en a Mhm. aucun que j'ai décidé de sacrifier. Ok. Ou en tout cas, ceux que je sacrifie, j'ai déjà eu des échos et je me dis c'est pas grave si je les vois pas. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que ça passe. Mais on verra une fois que le festival a commencé. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que je vais y arriver. Encore une fois, nous sommes dans l'année de l'optimisme. Exactement. Je suis sûre que je vais y arriver. Une erreur que vous ne commettrez plus jamais au Festival de Cannes. Moi, je pense que c'est sortir dans les premiers jours. Ça, c'est vraiment, ça te fout dedans dès le début si tu fais ça, parce que ça te décale tout. Tu te couches tard, après t'as du mal à rattraper ton sommeil, après c'est foutu, quoi. Moi, c'est plus annuler un film pour aller à une soirée. Ça m'est arrivé quelques fois, et en fait, à chaque fois, je m'en suis voulu en me disant oui, j'aurais pu aller voir mon film, en fait. Les soirées cannoises, on va pas se se mentir, pardon. C'est un peu la même chose tout le temps. Moi, il y a un moment donné où je me dis, en fait, ça m'apporte quoi d'aller à ces soirées? Exactement. Évidemment, au début, quand tu vas à Cannes, quand t'entends soirée, tu te dis ah trop bien, va y avoir plein de gens du milieu, on va pouvoir discuter. Mais au final, tu discutes pas avec ces Non. gens-là. Tu Ouais. restes juste avec les gens que tu connais déjà. Donc, Je connais personne soirées, qui trouve que les soirées cannoises sont bien. mais ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que tu as envie de les faire quand tu les as jamais faites, parce que tu as envie de voir à quoi ça ressemble. Et c'est vrai qu'on est quand même la profession des picassiettes, donc ça peut être agréable une ou deux fois de se dire « Ah cool, il y a des petits fours, Il y a des du magnums. champagne gratos, on est sur la plage. » Évidemment, ça fait un peu rêver. Mais en fait, c'est vrai que plus le temps passe et moins on voit l'intérêt ouais, des c'est soirées. Il y en a de temps en temps, franchement, il y en a qui sont un peu chouettes dans les soirées de certains films avec des équipes qui sont hyper cool, qui sont sur le dance floor, tout ça. Mais c'est vrai que moi, pareil, je me vois pas sacrifier autre chose dans mon emploi du temps, genre un film que j'ai envie de voir pour aller à une soirée. Ça, c'est clair que je le ferai plus. Exemple, l'année passée, je suis allé en soirée et donc j'ai pas été voir Sirat et je m'en suis voulu. Bon, après, je l'ai rattrapé le dernier jour du festival au rattrapage, mais je m'en suis bien voulu de pas l'avoir découvert là au moment où c'était présenté. Mais bon. Mais la soirée Sirat devait être très bien, par contre. Ça, oui. Anis, elle sait quelque chose vu qu'elle a eu des petites bribes de soirée à Los Angeles, non? Oui, avec Chloé d'ailleurs. On y est allés, on est allés à une On rave était party. toutes les deux à la rave party Sirat pendant la campagne Golden Globes. Ça, c'était incroyable. C'était génial. Votre crush, genre la star que vous voulez absolument croiser sur la croisette cette année? T'en parlais tout à l'heure, je voulais pas reparler de ce film-là, mais Anna Einbinder dans Teenage Sex and Death at Camp Miyazima, pardon. Les miasmes. J'arriverai à le dire un jour ou l'autre, ce titre. En fait, c'est parce que j'idolâtre un peu cette actrice. Elle est pas très connue en France ni en Belgique, je pense. Elle a fait principalement la série Axe, qui est une série américaine. Voilà, c'est vraiment elle parce que je l'adore et vu qu'elle est dans un film aussi que j'attendais. Genre si tu la croises, tu prends un selfie quoi. Ah, clairement, ouais. Ok. Alors, je pense que je lui dis, voilà, je t'adore et je redeviens un petit teenage, justement, adolescent qui
qui est fan des stars, quoi. Bah, on te souhaite sans sexe et sans mort. C'est sûr. Et sans miasme. Et toi, Chloé? En vrai, j'aimerais beaucoup croiser Thomas Joly, qui est président de la Queer Palm cette année, parce que je suis très très fan À qui on doit la cérémonie d'ouverture des JO. Oui, et surtout Starmania, c'est le dernier à avoir mis en scène le spectacle, et moi je l'ai vu à la scène musicale et je me suis pris une énorme claque. Et quand j'ai su que c'était lui qui mettait en scène la cérémonie des Jeux Olympiques, j'avais trop hâte. Puis après j'ai vu la cérémonie, je me suis dit mais en fait ce mec. Et Henri VI et Richard III. Ouais, et Roméo et Juliette. Et vraiment, je suis très 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 fan de. Et sinon, personne n'a envie de croiser Adam Driver, Scarlett Johansson. En fait, tu les croises pas. Donc, j'ai envie de te dire Kate Blanchett, mais on les voit tous les ans. Tu les croises pas ces gens-là. Donc, c'est pour ça que je baisse mes expectations. Donc Thomas Joly, je pense que c'est faisable. C'est fini. On est plus dans l'idéalisme et tout. Maintenant, c'est fou. Moi, c'est Swan Arlo. On fait plus de soirées, on fait plus de... Ouais, exactement. Je pense que on est blasé ou pas? Swan Arlo, je pense que tu peux le croiser au PMU. Ouais. Moi, c'est Swan Arlo, clairement le crush que j'espère croiser parce que je le trouve génialissime, que je voulais l'interviewer au Festival des Arcs cette année et que mon interview a été annulée à la dernière minute. Et donc, j'espère que je suis pas maudite et que je vais pouvoir l'interviewer cette année. Mais j'aimerais trop lui parler. Et bon, question un peu large, mais votre rêve pour ce Cannes 2026? Genre, s'il y a un truc, on vous donne un souhait magique, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? J'en ai peut-être deux, mais qui est plus de film, mais ça, je pense que c'est mort. Qui est plus de film? Plus de fil. Ah, fil. Plus de film. Un festival de Cannes sans film. Non, et dans les salles, c'est toujours avoir ma place de bord de rangée. Ça, franchement. Moi aussi, mais du coup, c'est problématique quand on est tous les deux parce qu'on veut la même place. Après, on peut se mettre l'un derrière l'autre, mais. C'est ça. Vous ne savez pas que j'enregistre ce podcast avec les deux personnes les plus chiantes de la salle de cinéma. Non. Qui ont une place qu'elles veulent dans la salle et n'accepteront rien d'autre. Non, mais c'est juste bout de rangée parce que ça a à voir avec ce que tu disais sur la déshydratation stratégique. Moi, je sais que vu que je bois beaucoup, je vais énormément faire pipi pendant les séances. C'est pour ça qu'il me faut mon bout de rangée. Moi, c'est mettre des vêtements très serrés avant d'aller dans une projection qui va durer 3 heures. Ouais, ça m'est arrivé une fois et vraiment, je suis encore traumatisée. Donc, plus jamais. Mais sinon, moi, mon plus grand rêve, ce serait de pas m'endormir devant aucun film. Ouais. J'aime bien ce rêve. De voir vraiment tous les films très inatteignable, éveillés. Mais c'est bien de rêver. Tu sais, très éveillé et vraiment de recevoir absolument tous les films du début à la fin et de pas avoir de petits moments de. Après, si tu commences ta journée à midi et que t'as bien dormi. Oui, sauf que dans les faits, je peux pas parce qu'il y a des films que je dois voir à 8h30. Bah moi, mon rêve, c'est de rencontrer Steven Soderbergh, qui est là pour présenter un documentaire sur John Lennon et de parler pendant 3 heures avec lui. On te le souhaite en tout cas. C'est pas inatteignable. Moi, c'est plus sur les 3 heures que j'ai un doute. Oui. Non, en vrai, même une demi-heure, je prends, mais ça me paraît déjà inatteignable, mais j'espère. Bah écoutez, merci beaucoup. Et puis, on va aller se préparer pour la cérémonie d'ouverture et j'espère que ce Cannes se passera aussi bien qu'on l'a rêvé. Rendez-vous dans une semaine, on va être au bout du rouleau. Ah oui. On est frais là, on est clinquant. Et on y croit. On y croit. Cannes de la win. Merci Anaïs. Merci Anaïs. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il fait au moins 8 000. I had a dream about this place. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? C'est le moment de passer aux critiques de films. Cannes 2026, ça a débuté il y a 2 jours à peine, mais il y a déjà pas mal de films dont j'ai envie de vous parler. Il y en a un que vous pouvez d'ores et déjà découvrir en salle, c'est le film d'ouverture, La Vénus électrique de Pierre Salvadori. Je connais sa vie, ses secrets. Je vous soufflerai des histoires. Et le peintre, il est beau? Oh, il est beau. Bonjour. Je vous propose 100 francs par tableau achevé et 150 francs pour les grands formats. Peins le monde pour moi. Elle m'a demandé de peindre. C'est merveilleux, ça. Je n'avais pas touché un pinceau depuis son décès. Ah, Irène, si tu savais, ce lac. Je voudrais parfois y retourner et m'y laisser couler. Hein? Personnellement, j'avais adoré son film En Liberté, qui était sorti en 2018, donc j'avais très hâte de découvrir celui-là, et je dois dire que j'ai été très très charmée. En fait, c'est une rom-com qui se déroule dans le Paris des années 20 et dans le milieu du cirque, ou plutôt du freak show. Anaïs de Moustier joue la fameuse Vénus électrique qui travaille dans un freak show en marge de Paris et qui électrocute les hommes quand elle les embrasse. Sauf qu'un jour, elle rencontre un veuf joué par Pio Marmaille. Il est très très saoul et lors d'un quiproquo, il pense qu'elle est médium et il l'engage pour pouvoir communiquer avec l'esprit de sa femme. Évidemment, lui n'arrive pas à se remettre de la femme qu'il a perdue. Elle passe sa journée à embrasser des hommes sans rien ressentir. Et, je vous laisse deviner ce qui va se passer, ils vont tomber amoureux après moult péripéties.
J'ai trouvé que le film était très charmant et très plaisant, avec des histoires dans l'histoire, puisqu'évidemment, il y a un discours très méta sur les récits et ce qu'ils nous apportent pour guérir. Il y a toute une partie du film pendant laquelle Anaïs de Moustier va lire les journaux intimes de la femme décédée de Pio Marmaille pour en savoir un petit peu plus sur elle et pour pouvoir jouer ce rôle de médium et faire semblant qu'elle arrive à communiquer avec elle. Et elle va être happée par ces journaux intimes et par les rebondissements qu'il y a à l'intérieur, comme si elle regardait un feuilleton, ce qui est évidemment hyper savoureux. Parce que oui, dans le film, il y a des rebondissements dignes d'un soap, mais tout fonctionne justement parce que le récit ne se prend pas au sérieux, ça reste léger jusqu'au bout, c'est très amusant, c'est très romantique. Bref, j'ai passé un super moment et je trouve que c'est un très bon film d'ouverture pour démarrer cette sélection. Et sinon, j'ai déjà plusieurs coups de cœur que vous ne pouvez pas voir tout de suite en salle, mais qui sortiront dans les prochains mois et que je vous conseille de noter d'ores et déjà sur vos carnets. Le premier, je vais vous surprendre, mais c'est un film d'animation. Ça s'appelle In Waves et c'est le film qui a fait l'ouverture de la Semaine de la Critique. Donc si vous vous souvenez, la Semaine de la Critique, c'est une sélection organisée par le Syndicat français de la critique de cinéma, dont je suis membre, et qui sélectionne surtout des premiers ou deuxièmes longs métrages. J'y étais presque. On essaye une dernière fois. Ce sera la bonne. Non, non, s'il te plaît. Ok, si je retourne, je vais me noyer. Tant que je suis la personne se noie. Allez, mets-toi bien au centre. Serre tes pieds. Faut que tu prennes une vague qui n'est pas encore cassée. Regarde, celle qui arrive, elle est parfaite. C'est adapté d'un roman graphique et ça suit l'histoire d'amour entre deux personnages depuis le lycée jusqu'à l'âge adulte, AJ et Kristen. Elle, c'est une surfeuse, lui, c'est un skater. Ils vont tomber amoureux, c'est extrêmement mignon. On retrouve plein de conventions de la rom-com, encore une fois, avec le meet cute, le bal de promo. Et ça fonctionne vraiment super, super bien. Sauf que leur relation va être fortement impactée par le fait que Kristen tombe malade. Je vous en dirai pas plus, mais vous verrez, bon, c'est pas un film qui contient énormément de surprises ou de twists. Par contre, c'est un film qui m'a vraiment dévastée émotionnellement. J'étais en larmes devant le film. L'animation est très très belle, les palettes de couleurs qui changent selon les temporalités sont magnifiques. Et c'est une histoire d'amour et d'amitié, mais pas que, ça parle aussi de l'histoire du surf et notamment de la marginalisation de certains surfeurs, notamment ceux qui viennent de Hawaï. C'est vraiment un très 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 beau film. Et un des trucs les plus réussis dans ce film, c'est la musique. La bande-son est signée par Okelou et Rob. Et franchement, j'écoutais pas énormément Okelou avant de voir In Waves, mais maintenant, je n'ai plus d'autre choix que de devenir fan, en fait. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est une des meilleures BO de ce festival de Cannes. Donc, quand In Waves sortira en salle, je vous en reparlerai, mais notez-le déjà, c'est vraiment un super film. À l'heure où j'enregistre cet épisode, je n'ai pas encore vu ma plus grosse attente de tout le festival, Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Je vais le voir dans quelques heures, donc je vous en dirai des nouvelles dès que c'est fait. Et puis, comme d'habitude, à Cannes, il faut regarder du côté des sélections parallèles pour parfois trouver des petites pépites. C'est souvent le cas à l'Acide, qui est une sélection parallèle qui est faite par un petit groupe de cinéastes qui change chaque année. L'année dernière, j'avais notamment adoré le documentaire Nuit obscure de Sylvain Georges sur des migrants en errance à Paris. Et cette année, le festival a commencé très fort, avec encore plusieurs propositions vraiment intéressantes à l'Acide. L'une d'entre elles, c'est Mauvaise Étoile, un film français de Lola Cambourieux et Yann Berlier. Papa, bébé. Moi, je suis pas une menteuse. Avec maman, on a trouvé ça. C'est quoi? C'est quoi? Il s'appelle Aigle Royal, c'est un oiseau. Pourquoi il y a ça à la maison? Il est gentil. Pourquoi tu dis que c'est une menteuse, maman? Parce qu'elle voulait pas qu'on te le dise, mais moi, ça m'a blessée. Du coup, j'ai voulu te le dire. Si tu voulais pas qu'on dise qui avait le pigeon. Mais pas du tout. C'est bien. Faut pas mytho, ok? Fais pas comme ta mère, là. Je suis désolée. Parle pas, toi. C'est un des nombreux récits d'emprise qu'on va trouver à Cannes cette année. Il y aura aussi Shanna et Si tu penses bien de Géraldine Nakache, mais je vous reparlerai de ces films un petit peu plus tard. Mauvaise Étoile, c'est un film assez éprouvant sur une relation d'emprise dans un milieu plutôt populaire. Et j'avais pas forcément vu cette histoire racontée avec un tel dispositif. Il y a des scènes qui durent très 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 longtemps et qui nous montrent en fait à quel point c'est épuisant d'être en relation avec des hommes comme ça. Donc c'est un film que j'ai trouvé vraiment intéressant. À l'Acide, il y a aussi un documentaire qui s'appelle La Détention et ça parle d'une école pour gardiens de prison.
En fait, on va voir un peu tous les cours et la manière dont, très progressivement, les élèves abandonnent le peu d'idéaux qu'ils avaient en se confrontant à la réalité de la vie en prison. Et on voit aussi parfois comment les violences sont justifiées par leurs collègues ou par leurs enseignants. Donc ça permet de comprendre un petit peu comment le système carcéral qu'on connaît actuellement est créé dès le stade de la formation. Et puis, mon plus gros coup de cœur à l'Acide pour l'instant, c'est un autre documentaire qui s'appelle Cœur secret. C'est réalisé par Tom Fontenay, qui est un très jeune réalisateur, et il a fait un documentaire sur Lilou, qui est une femme trans septuagénaire et qui est aussi son père. Et ce qui est fou, c'est qu'on va vraiment assister à la transition tardive de Lilou dans le documentaire. Au tout début du documentaire, d'ailleurs, c'est pas encore une transition, c'est le père de Tom qui aime juste, entre guillemets, se travestir et se féminiser, mais qui n'envisage pas forcément de passer toute sa vie avec une identité féminine. Et puis, progressivement, évidemment, tout ça va se transformer. Et ce qui est fou, c'est de voir au fil du documentaire le visage de Lilou s'illuminer progressivement au fil des séquences et au fil de sa féminisation. C'est vraiment incroyable et je trouve que c'est un document très très précieux pour mieux comprendre toutes les ramifications et toutes les complexités de la transidentité. C'est hyper touchant de voir Lilou mettre des mots sur ce qui se passe dans sa vie. Et c'est aussi un film qui est assez percutant sur la complexité des rapports familiaux et comment on se remet d'un deuil. Donc vraiment, je vous encourage à aller voir Cœur secret de Tom Fontenay dès que vous en aurez l'occasion. Je voulais finir en disant qu'il y a 1 an, j'ai lancé ce podcast comme une édition limitée et je suis très émue et heureuse de savoir qu'il a perduré au-delà de ces quelques semaines de Cannes 2025. J'espère que cette nouvelle édition vous plaira et que je continuerai à le faire pendant très longtemps. Donc merci vraiment pour tous vos commentaires, merci pour vos partages. C'est énorme et c'est vraiment ça qui permet au podcast de perdurer. Donc j'ai besoin que vous continuiez à le faire pour que je devienne une méga star du podcast ciné, que je puisse avoir mes interviews de rêve à Cannes et continuer à vous parler de tout ce qui se fait de magique au cinéma. C'est la fin de ce premier épisode d'Anaïs se fait des films, spécial Cannes 2026. Je suis encore très en forme et optimiste, mais ce n'est que le début. Et pour passer un festival de Cannes 2026 parfait, j'ai aussi besoin de vous. J'ai besoin de vos écoutes, vos partages, mais aussi vos commentaires, vos questions, auxquelles j'essaierai de répondre dans les futurs épisodes. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'écrire. On se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode avec plus de films, plus d'interviews, plus de coulisses. Et sachez que cette année, j'ai aussi décidé de vous faire des petites capsules crush, comme je le fais toutes les semaines dans le podcast, sauf que là, ce sera des crushs cannois. Bon allez, je vous laisse parce que, ok, je suis encore à l'heure, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, j'ai une masterclass et 4 films à voir. On verra si je suis toujours aussi optimiste et en forme demain. Pour le savoir, il faut rester abonné. Salut! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.